Je fais un jeu de mots à deux balles là, pour démarrer, les mathématiques de l'océan et l'océan des mathématiques. Alors pourquoi? Parce que en fait, les mathématiques n'ont rien de spécifique pour l'océan. C'est un langage qui est assez universel, qu'on rencontre absolument dans la vie de tous les jours. Et donc je vais démarrer quelque chose qui n'a absolument rien à voir justement avec l'océan. Puis on va se rendre compte que finalement ce sont les mêmes qu'on utilise partout finalement, et y compris pour l'océanographie. Donc les maths sont à peu près omniprésentes dans notre vie de tous les jours. Vous savez, vous avez certainement vu des reportages, des choses comme ça, sur le fait qu'on peut simuler à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, le Boeing l'A380, là c'est le premier avion qui a été entièrement simulé par ordinateur. On n'a pas eu besoin d'en fabriquer un ou deux prototypes qui ont commencé à voler, mal volés, après on les a déformés, Non, il a été entièrement calculé par ordinateur. On l'a fabriqué tel qu'il avait été optimisé sur ordinateur, et il a décollé, et on n'a rien modifié derrière quasiment. Donc on sait faire ça sur des avions, sur des voitures, sur des trucs très très compliqués comme le tokamak ITER dont vous avez dû entendre parler, à Cadarache. On sait faire ça sur des choses que vous utilisez certainement, tout au moins les jeunes, dans les jeux vidéo. Alors en fait, à gauche, vous avez Lara Croft quand elle est habillée. À droite, vous avez Lara Croft quand elle n'est pas habillée. Et c'est nettement moins sexy, en fait. Parce que ce qui est caché derrière l'image de gauche, finalement, c'est l'image de droite. C'est-à-dire que la simulation, elle se fait avec Lara Croft, finalement, c'est un squelette en grillage, un fil de fer. Parce que c'est évidemment complètement hors de portée de modéliser complètement le mouvement d'une personne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques points de repère. Par exemple, si je veux lui faire bouger son bras, eh bien, je vais prendre un ou deux points de repère dans son bras, enfin un peu plus que deux, disons. Et on va simplement calculer le mouvement de ces deux ou trois points, et après on va simplement raccorder ces points-là pour avoir une impression de mouvement complète de tout le bras par une certaine rigidité dans le bras. Donc c'est la notion de maillage en fait. Et puis en fait, il y a même des mathématiques dans des choses très bêtes comme un baril de lessive ou une canette de coca. Par exemple, la canette de coca, pour ceux qui sont des buveurs de coca, ils se souviennent peut-être qu'il y a une dizaine d'années, la forme de la canette a changé. C'est simplement que M. Coca-Cola a décidé de la simuler par ordinateur. Et il s'est rendu compte en fait qu'il pouvait fabriquer une canette de coca avec 30% d'aluminium en moins. Sur la masse de canettes de coca vendues chaque année dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez les économies qu'ils ont fait avec ça, avec simplement une petite étude de simulation sur ordinateur qui a duré quelques jours, et en plus qui résistait beaucoup mieux au gerbage. Alors le gerbage, ce n'est pas ce à quoi vous pensez, c'est la capacité d'empiler des stocks les uns sur les autres sans que les canettes qui sont en bas s'écrasent sous le poids de celles qui sont au-dessus. Donc du coup pour le transport c'était encore mieux. Et même les Pringles, vous savez pourquoi les Pringles ont cette forme-là? Eh bien ça a été calculé, simulé sur ordinateur. Les Pringles ont cette forme parce que c'est la forme optimale pour que dans la chaîne de fabrication, vous puissiez les faire passer sur un tapis roulant à une vitesse maximale sans qu'elles s'envolent. Ce qui permet d'en fabriquer beaucoup plus en 24 heures qu'une autre forme. Voilà. Donc on sait à peu près tout simuler, on sait reconstituer beaucoup de choses à partir d'observations indirectes. Vous connaissez tous l'imagerie médicale, les IRM, l'échographie, etc. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des informations à la surface de quelque chose, donc en l'occurrence d'un corps humain, qui vont nous donner des informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Et comment on fait ça? Simplement parce qu'on a finalement dans notre tête, ou là en l'occurrence dans la machine qui fait les mesures, on a un modèle de ce qui se passe à l'intérieur. On sait que les ondes qu'on émet, eh bien, elles suivent certaines lois physiques. Et donc si on récupère, si on connaît ce qu'on envoie et qu'on voit ce qu'on récupère, on va en déduire les caractéristiques des milieux qui ont été rencontrés par ces ondes. Et donc du coup, si c'est de l'os, du tissu avec un certain pourcentage d'humidité, etc., etc. C'est ce qu'on appelle un problème inverse, récupérer de l'information à partir de données. Et puis ce qu'on sait faire aussi, c'est évidemment quantifier quantifier le hasard. C'est-à-dire qu'un événement qui est incertain, il y a une grande loi, alors tous les classes prépa connaissent ça, M. Bernoulli, j'espère que vous le connaissez.
même un événement qui est incertain, finalement, quand vous jouez à pile ou face, vous avez une chance sur deux de, gagner, de faire pile, une chance sur deux de faire face, mais vous savez très bien que si vous lancez 10 000 fois une pièce de monnaie, vous aurez à peu près 5 000 piles et 5 000 faces, même si quand vous le lancez une fois, vous ne savez pas du tout si ce sera pile ou face. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Il y a des tas de gens qui vivent de ça à longueur d'année. Hein. Les banques, les assurances, le loto vit uniquement grâce à ça. Parce que justement, ils ont beaucoup de clients, et donc ce qui est totalement incertain pour une personne est absolument sûr et certain pour une grande quantité de personnes. Donc c'est simplement des petits calculs de probabilité, etc. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Si on faisait un petit jeu ici, je ne sais pas combien on est dans la salle, disons une bonne soixantaine, 70. Non, peut-être pas tout à fait, enfin peu importe. On pourrait parier, allez, disons 50 personnes. À votre avis, quelle est la probabilité qu'il y ait deux personnes qui aient le même jour anniversaire, la même date d'anniversaire? Je ne parle pas de l'année, mais simplement la même date dans l'année. Allez, 365 jours dans l'année, 50 personnes. Une chance sur... Allez. Non, personne ne se lance? Ça doit être de l'ordre de 97 ou 98% de chance. Si vous voulez tenter l'expérience, faites passer un papier, vous verrez. À la fin de l'exposé, on aura le résultat. Je suis persuadé qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes qui ont leur même date anniversaire. Et ça, c'est des simples petits calculs de probabilité, tout bête. Donc on a ces ingrédients-là. On sait simuler à peu près n'importe quoi. On sait récupérer de l'information à partir d'observations, dès lors qu'on a un petit peu des lois physiques qui sous-tendent le truc. Et l'incertitude, c'est très bien, mais on sait s'en dépatouiller du moment qu'on a un grand nombre finalement de réalisations d'un phénomène. Et bien ça, c'est exactement ce qu'il nous faut pour modéliser par exemple les océans.